La femme de mon fils m'a appelé la bonne. La veuve patronne lui a donné les clés et est partie. Bon retour et profitez de l'histoire. Elle était arrivée tôt ce matin-là, comme tant d'autres avant, chez son fils. Nadine Moreau. Portait du pain frais, un sourire chaleureux, et cette même dignité silencieuse qu'elle avait toujours manifestée, que ce soit dans les salles de conseil d'administration ou dans les couloirs d'hôpitaux. Ses mains, qui autrefois signaient des contrats de plusieurs millions d'euros, pliaient maintenant des serviettes, lavaient la vaisselle et aidaient à nourrir sa petite fille sans qu'on le lui demande. Elle n'avait jamais eu besoin de remerciements, juste d'être incluse. Le soleil matinal de Paris filtrait à travers les grandes fenêtres de la maison de ville, illuminant les photos de famille accrochées au mur. Nadine s'arrêta un instant pour observer celle de son défunt mari, Philippe. 5 ans déjà qu'il était parti, la laissant à la tête de leur entreprise immobilière, et seule dans leur grand appartement. Depuis, elle avait trouvé refuge dans ses visites quotidiennes chez Olivier, son fils unique, sa femme Vanessa et leur fille Léa, 4 ans. Elle déposa les croissants encore chauds sur le comptoir de la cuisine et commença à préparer le café, connaissant par cœur les préférences de chacun. Cette maison, elle la connaissait par cœur aussi. C'était elle qui l'avait achetée pour eux 3 ans auparavant, un cadeau généreux pour que son fils puisse s'installer dans le 16e arrondissement. Sur le papier, la propriété restait à son nom, mais elle n'y avait jamais accordé d'importance. C'était leur foyer désormais. En entendant des pas dans l'escalier, Nadine sourit, s'attendant à voir apparaître sa petite fille avec son enthousiasme habituel. Mais ce matin était différent. Elle l'entendit avant de la voir. Sa belle-fille, Vanessa, faisait les 100 pas dans le couloir, le téléphone à l'oreille, levant les yeux au ciel et marmonnant d'une voix forte. Elle est toujours là, comme une bonne qui ne sait pas quand partir. Il y eut un rire à l'autre, bout de la ligne. Pas le genre de rire qui pardonne. La veuve resta immobile. Le commentaire trancha le silence du couloir comme un couteau. Elle n'était pas en colère, non, c'était plus froid que la colère. C'était la réalisation profonde et douloureuse qu'elle avait trop longtemps imposé sa présence dans un lieu qu'elle avait aidé à construire. Que l'amour qu'elle pensait offrir était maintenant perçu comme une intrusion. Et son fils, une fois de plus, il ne disait rien. Olivier la regarda depuis l'autre bout de la pièce, baissant les yeux avec culpabilité. Mais la culpabilité ne l'avait jamais empêché de laisser les choses se produire, de permettre qu'elles soient traitées comme un fardeau. Il était devenu trop à l'aise. L'argent, la maison, le poste dans l'entreprise familiale, tout portait. Ses empreintes. Mais maintenant, elle n'était plus qu'un personnage secondaire dans le scénario de vie de quelqu'un d'autre. Le cœur serré mais le dos droit, Nadine s'approcha du comptoir où Olivier sirotait son café, feignant de ne rien avoir entendu. « Bonjour maman », dit-il distraitement, les yeux rivés sur son téléphone. « Bonjour Olivier », répondit-elle, d'une voix calme, cherchant dans ses yeux une lueur de reconnaissance, un signe qu'il allait la défendre. Mais il retourna à ses emails, évitant son regard. Vanessa entra dans la cuisine, terminant son appel avec un rire forcé. « Oh, bonjour, Nadine », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Encore des croissants ? Tu sais que j'essaie de faire attention à ma ligne. » Nadine sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas le commentaire en lui-même, mais l'accumulation de tous ces petits rejets, jour après jour. Et ce matin, les mots entendus dans le couloir résonnaient encore dans sa tête. « Je vais monter voir Léa », dit-elle simplement, évitant la confrontation. Dans la chambre de sa petite fille, Nadine trouva un moment de paix. Léa était assise sur son lit, dessinant avec application. « Mamie !» s'exclama-t-elle en levant la tête, ses yeux s'illuminant. « J'ai fait un dessin pour toi. » Nadine s'assit près d'elle, sentant les larmes menacées de couler. Sur le papier, des traits de crayon formaient 2 personnages tenant dans leurs mains un cœur. « C'est toi et moi », expliqua Léa avec fierté. Et ça dit « Je t'aime, mamie ». « C'est magnifique, ma chérie », murmura Nadine, serrant l'enfant contre elle. Après avoir aidé Léa à s'habiller, Nadine prit une décision. Elle monta à l'étage, dans la chambre d'amis où elle gardait quelques affaires pour ses visites occasionnelles. Elle sortit son petit sac de voyage, y rangea soigneusement ses quelques vêtements, sa brosse à cheveux, son livre de chevet. Puis elle prit le petit dessin que sa petite fille venait de lui offrir et le plaça délicatement entre les pages du livre pour le protéger. Elle redescendit ensuite, calme, assurée. Dans la cuisine, Vanessa et Olivier discutaient à voix basse.
s'interrompant brusquement à son arrivée. « Je vais y aller, annonça simplement Nadine. « Déjà » demanda Olivier, surpris. « Tu ne restes pas pour aider Léa avec ses devoirs de maternelle ?» Nadine fouilla dans son sac à main et en sortit un trousseau de clés. Pas seulement les clés de la maison, mais aussi celles du coffre-fort où se trouvait l'acte de propriété. La maison entière, chaque pièce, chaque meuble, chaque brique, était légalement la sienne. Un cadeau fait à son fils des années auparavant, toujours à son nom. Elle tendit les clés à sa belle-fille, la regarda dans les yeux et dit doucement « Bonne chance avec l'hypothèque ». Et elle sortit. Pas de cris, pas de scène, juste un silence si épais qu'il resta accroché au mur longtemps après que la porte se soit refermée. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Cette nuit-là, le silence se transforma en chaos chez les Moreau. Olivier appela frénétiquement sa mère, tombant systématiquement sur sa messagerie. Vanessa alternait entre colère et panique, cherchant désespérément les documents de propriété dans le bureau. La petite Léa, sentant la tension, posait sans cesse la même question. « Quand mamie revient ?» Pendant ce temps, Nadine s'était réfugiée dans son penthouse du 8e arrondissement, celui qu'elle avait gardé discrètement au centre-ville. Personne ne lui avait jamais demandé si elle avait un autre endroit où aller. Ils avaient nous tous supposé qu'elle avait besoin d'eux, mais ils avaient oublié qui elle était avant le tablier, avant les repas, avant la garde d'enfants. Assise, dans son salon aux lignes épurées, face à la Seine qui scintillait sous les lumières de la ville, Nadine contemplait le reflet de Paris dans la nuit. Elle se sentait étrangement légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. La douleur était toujours là, mais autre chose aussi, une détermination nouvelle. Son téléphone, posé sur la table basse, n'arrêtait pas de vibrer. Des messages d'Olivier, de collègues, d'amis inquiets. Elle les ignora tous et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Antoine, c'est Nadine », dit-elle lorsque son directeur financier décrocha, surpris par cet appel tardif. « J'aimerais que vous prépariez une réunion du conseil d'administration pour demain matin. Il est temps que je reprenne les rênes de l'entreprise. » Le lendemain, vêtue d'un tailleur gris anthracite qu'elle n'avait pas porté depuis des mois, Nadine franchit les portes de l'immeuble qui abritait le siège de Moreau Immobilier. Les employés la regardèrent passer avec surprise, habitués à la voir seulement lors des occasions spéciales depuis qu'elle avait cédé la direction opérationnelle à des managers après le décès de son mari. Dans la salle de conférence, les membres du conseil attendaient, une tension palpable dans l'air. Parmi eux, son fils Olivier, directeur des opérations, semblait particulièrement nerveux. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Je vous remercie d'avoir répondu à cette convocation dans l'urgence. » Elle prit place en bout de table, la position qu'elle avait autrefois occupée pendant 20 ans aux côtés de son mari. « Je suis ici pour vous annoncer plusieurs changements importants, » poursuivit-elle. « Premièrement, je reprends avec effet immédiat mon poste de présidente exécutive de Moreau Immobilier. » Des murmures parcourèrent l'Assemblée, mais personne n'osa l'interrompre. « Deuxièmement, je lance un audit complet de tous les projets en cours, notamment ceux supervisés par la direction des opérations. » Son regard croisa celui d'Olivier, qui pâlit visiblement. Depuis 3 ans qu'il occupait ce poste, il avait rarement sollicité ses conseils, préférant suivre ses propres intuitions, pas toujours judicieuses. « Enfin, conclut-elle, je souhaite présenter notre nouvelle stratégie de développement axée sur les logements écologiques et sociaux dans les quartiers en rénovation de l'Est parisien. » Pendant l'heure qui suivit, Nadine exposa avec clarté et précision sa vision pour l'avenir de l'entreprise familiale. À mesure qu'elle parlait, elle sentait renaître en elle cette passion qui l'avait autrefois animée, cette confiance en ses décisions qui avait fait d'elle une femme respectée dans un milieu majoritairement masculin. La réunion terminée, Olivier tenta de la retenir. « Maman, il faut qu'on parle, » dit-il, les traits tirés par l'inquiétude. « Pour la maison. Vanessa est bouleversée, Léa ne comprend pas pourquoi tu es partie. » Nadine le regarda longuement, mesurant le poids de ses prochains mots. « Tu as mon numéro, Olivier. Mais avant d'appeler ta mère, assure-toi de savoir qui je suis vraiment. Je ne suis pas la bonne que ta femme décrit au téléphone, et je ne le serai jamais. » Elle tourna les talons, laissant son fils méditer sur ses paroles.
En quittant l'immeuble, son téléphone sonna. C'était Emma Legrand, une amie de longue date et directrice d'un hôpital public dans le 13e arrondissement. « Nadine, j'ai essayé de te joindre hier, j'ai une proposition à te faire. » 20 minutes plus tard, Nadine poussait les portes de l'hôpital Saint-Vincent. Emma, toujours élégante malgré sa blouse blanche, l'accueillit avec une accolade chaleureuse. « Tu m'as l'air différente », remarqua-t-elle en examinant son amie. « Plus vivante ?» suggéra Nadine avec un sourire. « Exactement. » Emma la conduisit à travers les couloirs jusqu'à un service que Nadine connaissait bien, l'aile pédiatrique qu'elle et Philippe avaient contribué à rénover 10 ans plus tôt. « Notre programme de lecture pour les enfants hospitalisés manque de bénévoles, » expliqua Emma. « Je sais que tu as toujours eu un don avec les enfants, et franchement, ces petits ont besoin de figures grand-parentales stables. » Nadine s'arrêta devant le mur couvert de dessins colorés. « Tu penses que j'ai le temps pour ça avec la reprise de l'entreprise ?» Emma sourit. « Je pense que tu as besoin de ça, justement, pour te rappeler pourquoi tu travailles si dur. » Plus tard, ce jour-là, assise au chevet d'une petite fille de l'âge de Léa, lisant une histoire de princesse courageuse, Nadine sentit quelque chose se réparer en elle. La douleur était toujours présente, mais elle trouvait un nouveau sens à ses journées. Entre les réunions d'affaires, les visites à l'hôpital et les soirées dans son appartement redécouvert, une semaine passa. Puis une deuxième. Les appels d'Olivier devenaient moins fréquents, se heurtant toujours à son silence. Nadine savait qu'elle ne pourrait pas éviter éternellement cette confrontation, mais elle avait besoin de ce temps pour elle-même, pour reconstruire sa propre identité au-delà de son rôle de mère et grand-mère. Elle était d'abord une femme, une professionnelle, une veuve qui réapprenait à vivre pour elle-même. C'est un jeudi soir, alors qu'elle rentrait d'une longue journée entre l'entreprise et l'hôpital, que son concierge l'arrêta dans le hall. « Madame Moreau, quelqu'un a déposé ceci pour vous cet après-midi. » Il lui tendit une enveloppe pliée en deux. Nadine la prit, intriguée, et monta chez elle avant de l'ouvrir. À l'intérieur, elle découvrit une lettre soigneusement pliée de sa petite fille, visiblement apportée par quelqu'un d'autre. Elle disait « Tu me manques. Maman est fâchée, mais pas moi. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un dessin au crayon représentant une maison, sa maison, et deux personnages se tenant la main. Le cœur battant, Nadine retourna l'enveloppe et y découvrit une note griffonnée à la hâte de la part de Madame Rousseau, la voisine d'en face. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues tandis qu'elle contemplait le dessin innocent. Léa ne comprenait pas les enjeux adultes qui se jouaient. Elle savait seulement que sa grand-mère lui manquait. Nadine prit une profonde inspiration. Elle devait réfléchir à sa prochaine étape avec sagesse, non pas par culpabilité, mais par amour. Un amour qui respectait aussi sa propre dignité. Une demi-heure plus tard, un coup à la porte interrompit ses pensées. Sur le seuil se tenait la dernière personne qu'elle s'attendait à voir, Vanessa. La jeune femme avait les traits tirés, les yeux rougis. Sans un mot, Nadine s'écarta, pour la laisser entrer. Un silence inconfortable s'installa entre elles dans le salon aux grandes fenêtres. Finalement, Vanessa prit la parole. « J'ai dû demander votre adresse à 3 personnes différentes. Personne ne savait que vous aviez gardé cet appartement. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent à mon sujet, » répondit simplement Nadine. Vanessa hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Ses yeux parcouraient l'appartement élégant, s'arrêtant sur les photos de famille, les œuvres d'art, les livres, tout ce qui racontait une vie riche dont elle n'avait jamais pris la peine de s'enquérir. « La banque a appelé, dit-elle finalement. Pour l'hypothèque, nous n'avons pas les moyens de reprendre les paiements. » Nadine attendit la suite sans montrer d'émotion. « Olivier travaille jour et nuit depuis que vous avez lancé cet audit. Il est différent, plus sérieux, mais aussi plus distant. » Léa pleure tous les soirs en demandant sa mamie. Une larme coula sur la joue de Vanessa qu'elle essuya rageusement. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Ce commentaire stupide au téléphone, je ne pensais pas. Que je l'entendrais, » compléta doucement Nadine. « Non, » répondit Vanessa, relevant les yeux. « Je ne pensais pas vraiment ce que je disais. C'était juste... J'étais jalouse. » Cette confession inattendue surprit Nadine. « Jalouse ? De votre lien avec Léa, de la façon dont Olivier vous respecte et vous admire, même s'il ne le montre pas toujours, de votre assurance, de votre élégance, tout semble si facile pour vous. » Nadine laissa échapper un rire, sans joie. « Facile ? Vanessa, j'ai perdu mon mari après 30 ans de mariage.
J'ai dû apprendre à vivre seul, à diriger seul une entreprise que nous avions bâtie ensemble. Et ces dernières années, j'ai construit ma vie autour de vous trois, pensant que c'était ma place. » Elle fit une pause, cherchant ses mots, avec soin. Mais peut-être avions-nous toutes les deux tort, vous, en me voyant comme une intruse, et moi en cherchant à remplir un vide au détriment de ma propre identité. À ce moment critique, les deux femmes qui s'étaient si longtemps affrontées silencieusement se regardaient enfin avec une nouvelle compréhension. Ce n'était pas une réconciliation facile, mais c'était un début. « Que proposez-vous » demanda finalement Vanessa. Nadine se leva et se dirigea vers son bureau. Elle en revint avec une chemise contenant des documents. « Une nouvelle entente. La maison reste légalement à mon nom, mais avec un usufruit clairement défini pour votre famille. Quant à ma présence chez vous, je promets de ne plus jamais vous traiter comme... » « Une bonne ?» sourit tristement Nadine. « Ce n'est pas une question de promesse, Vanessa. C'est une question de respect mutuel. Je viendrai voir Léa régulièrement, mais plus à l'improviste. Et j'aimerais qu'elle passe du temps ici aussi, dans mon univers. » Vanessa examina les documents, puis releva la tête avec une expression nouvelle, non plus celle de la belle-fille, arrogante, mais celle d'une femme reconnaissant une autre femme. « Je pense qu'Olivier et vous devez aussi avoir une conversation. »« Oui, » acquiesça Nadine, « mais pas ce soir. Ce soir, j'aimerais que vous rameniez quelque chose à Léa de ma part. » Elle se dirigea vers un tiroir et en sortit un petit cadre où elle avait placé le dessin que sa petite fille lui avait envoyé. « Dites-lui que sa mamie l'encadrera toujours. » Une crise inattendue dans un de leurs projets immobiliers obligea Nadine à passer les jours suivants plongée dans les chiffres et les réunions d'urgence. Un sous-traitant avait dissimulé des malfaçons qui risquaient maintenant de compromettre tout l'échéancier de livraison d'une résidence senior dans le 15e arrondissement. « Nous devons trouver une solution immédiatement », insista-t-elle. Lors d'une réunion tendue avec l'équipe technique et juridique. « Ces appartements sont destinés à des personnes vulnérables qui ont déjà versé des acomptes. » Parmi les cadres présents, Olivier l'observait avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Depuis leur dernière rencontre, il s'était à peine adressé la parole en dehors du contexte professionnel. Une fois la réunion terminée et une stratégie définie, Nadine se retrouva seule avec son fils dans la salle de conférence. « Tu gères cette crise remarquablement bien, dit-il, brisant la glace. Mieux que je ne l'aurais fait. »« Tu aurais fini par trouver la solution, » répondit-elle, rangeant ses dossiers. « Non, maman, ne me ménage pas. » Il s'approcha de la baie, vitrée donnant sur Paris. « J'ai découvert récemment à quel point j'ai pris des libertés avec l'entreprise, et avec toi. » Nadine s'arrêta, surprise par cette admission. « L'audit a révélé des erreurs que j'ai commises, » poursuivit-il. « Des décisions que j'ai prises sans consulter personne, pensant que je savais mieux que tout le monde. Tu as toujours été sûr de toi, Olivier, comme ton père. Mais papa vérifiait toujours avec toi avant les grandes décisions. N'est-ce pas ?» Nadine sourit faiblement. « Toujours. Nous étions partenaires, dans tous les sens du terme. » Olivier se tourna vers elle, le visage grave. « Je suis désolé, maman, pour tout. Pour avoir laissé Vanessa te traiter ainsi, pour avoir pris pour acquis tout ce que tu as fait pour nous, pour avoir oublié qui tu étais vraiment. » C'était à la fois la conversation qu'elle attendait et redoutait. Il fallait maintenant tout mettre sur la table. « Vanessa et moi avons parlé l'autre soir, » dit Nadine. « Nous avons commencé à établir de nouvelles bases. Mais toi et moi, Olivier, nous devons aller plus loin. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es aussi mon collaborateur, l'héritier de ce que ton père et moi avons construit. » « Et j'ai failli tout gâcher, » murmura-t-il. « Non, » le corrigea-t-elle fermement. « Tu as fait des erreurs. Nous en faisons tous. La question est, qu'en apprends-tu » Pour la première fois depuis des semaines, ils eurent une vraie conversation, non pas comme mère et fils pris dans des rôles figés, mais comme deux adultes partageant des responsabilités et des liens profonds. « Je voudrais que tu reviennes dîner à la maison, » dit finalement Olivier. « Léa ne parle que de toi, et je voudrais que nous réapprenions à nous connaître. Tous. » Nadine hésita. Ce n'était pas aussi simple. « Je ne peux pas reprendre comme avant, Olivier. Je ne serai plus la grand-mère qui se fond dans le décor, qui prend en charge tout sans rien demander. Je ne te demande pas ça, affirma-t-il avec une conviction nouvelle. Je te demande de venir en tant que toi-même, la femme forte. Et remarquable que tu es. La dirigeante que j'observe avec admiration ces derniers jours.
Cette reconnaissance sincère toucha Nadine plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Dimanche, proposa-t-elle finalement. « Je viendrai dimanche. Mais cette fois, c'est moi qui apporterai le dîner. » Quand l'appel téléphonique au sujet d'un accident à l'hôpital arriva 2 jours plus tard, Nadine était en pleine négociation avec un investisseur potentiel. La voix tremblante de l'infirmière la fit se figer. « Madame Moreau, c'est au sujet de Maxime, le petit garçon de l'unité d'oncologie. Il vous réclame. Son état s'est dégradé subitement et, sans hésiter, Nadine s'excusa auprès de ses interlocuteurs et quitta la réunion. 30 minutes plus tard, elle était au chevet de Maxime, un garçon de 7 ans, atteint de leucémie à qui elle lisait des histoires 3 fois par semaine depuis presque un mois. Le petit visage émacié s'illumina en la voyant. « Vous êtes venu, murmura-t-il faiblement. « Bien sûr que je suis venu, répondit-elle, serrant sa petite main dans la sienne. Pendant les heures qui suivirent, Nadine resta à ses côtés, lisant ses histoires préférées, lui parlant doucement quand la fatigue le submergeait. Les parents du garçon, épuisés par des semaines de veille, avaient pu prendre quelques heures de repos, reconnaissant de sa présence. C'est ainsi qu'Olivier la trouva, endormie sur une chaise inconfortable, tenant toujours la main de l'enfant, assoupi. Il était venu à l'hôpital après avoir appris par Emma où sa mère se trouvait. « Maman » appela-t-il doucement. Nadine s'éveilla, désorientée un instant. « Olivier, que fais-tu ici ?»« Emma m'a appelé. Elle s'inquiétait pour... »« Toi, tu es ici depuis plus de 10 heures. » Nadine jeta un coup d'œil à sa montre, surprise de voir qu'il était déjà 23 heures. « Je ne pouvais pas le laisser, expliqua-t-elle, regardant Maxime qui dormait paisiblement, son état stabilisé. Olivier l'observa avec un regard nouveau, comprenant enfin quelque chose d'essentiel sur sa mère. « Tu fais ça souvent? Venir, ici pour les enfants? 3 fois par semaine, parfois plus quand certains traversent des moments difficiles. Et tu as repris la direction de l'entreprise en même temps, constata-t-il admiratif. Comment arrives-tu à tout gérer? Nadine sourit, fatiguée mais sereine. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment. À cet instant, son fils la vit, vraiment. Pas comme la mère effacée qu'elle était devenue ces dernières années, mais comme la femme de force qu'elle avait toujours été. « Laisse-moi te ramener chez toi, » proposa-t-il doucement. « Tu as besoin de repos. » Après avoir informé les infirmières de son départ et promis de revenir le lendemain, Nadine suivit son fils jusqu'à sa voiture. Le trajet se fit dans un silence confortable, chacun absorbé dans ses pensées. Ce n'est qu'en s'arrêtant, devant l'immeuble de Nadine, qu'Olivier prit la parole. « Tu sais, je n'ai jamais compris pourquoi tu t'effaçais autant après la mort de papa. Pourquoi tu semblais disparaître derrière le rôle de grand-mère. » Nadine regarda par la fenêtre, les lumières de la ville, cherchant ses mots. « Quand Philippe est parti, j'ai perdu plus que mon mari. J'ai perdu mon partenaire, mon complice de 30 ans. Le vide était assourdissant. » Elle se tourna vers son fils. « Vous étiez l'évidence, toi, Vanessa, puis Léa. La famille était la seule chose qui me rattachait encore à lui, qui donnait un sens à mes journées. Et on t'a repoussé, conclut-il avec regret. Vous aviez votre vie à construire, j'ai simplement trop insisté peut-être. » Olivier secoua la tête. « Non, nous avons été ingrats et aveugles. Je t'ai vu ce soir avec ce petit garçon, qui n'est même pas de ta famille. Cette générosité, cette force tranquille, c'est toi, maman, la vraie toi, celle que j'ai eu la chance d'avoir comme mère toute ma vie et que j'ai négligée. » Un coup de fil inattendu réveilla Nadine, tôt samedi matin. « Madame Moreau ?» La voix au bout du fil était celle de l'assistante d'Emma. « Le petit Maxime demande si vous pourriez venir. Les médecins pensent que ce serait bénéfique pour lui. » Sans hésitation, Nadine se prépara et se rendit à l'hôpital, où elle fut accueillie par Emma. Son état s'est stabilisé, mais il traverse une phase difficile psychologiquement, expliqua la médecin. Il refuse de parler à l'équipe médicale, mais il a demandé la dame qui raconte les belles histoires. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle trouva Maxime plus pâle que d'habitude, mais ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Vous êtes revenu, » murmura-t-il, visiblement soulagé. « Je reviens toujours pour mes amis, » répondit doucement Nadine en s'asseyant près de lui. Elle sortit un nouveau livre de son sac. « Aujourd'hui, j'ai une histoire spéciale pour toi. C'est l'histoire d'un petit guerrier très courageux. » Pendant près de 2 heures, Nadine resta auprès de l'enfant, lisant, parlant
écoutant ses peurs et ses espoirs. C'était différent de sa relation avec Léa, pas moins profond, juste différent. Avec sa petite fille, elle partageait des liens de sang, avec Maxime des liens d'âme. Avant de partir, elle promit de revenir le lendemain après son dîner familial. C'était la première fois qu'elle mentionnait sa famille à l'hôpital, comme si les deux parties de sa vie commençaient enfin à se rejoindre. Sur le chemin du retour, Nadine reçut un message de Vanessa. « Nous vous attendons demain. Léa a préparé une surprise. » Cette simple phrase, loin du ton condescendant, « D'autres fois », fit sourire Nadine. Elle répondit simplement « J'ai hâte de la voir ». Le dimanche arriva, apportant avec lui une nervosité que Nadine n'avait pas anticipée. Elle choisit avec soin sa tenue, élégante, mais pas trop formelle. Elle commanda chez son traiteur, préférait un repas qu'elle savait au goût de tous, y compris les plats favoris de Léa. À 18 heures précises, elle se présenta à la porte de cette maison qu'elle connaissait si bien, mais où, pour la première fois, elle se sentait comme une invitée et non comme une intruse. Ce fut Vanessa qui ouvrit, l'accueillant avec un sourire sincère. « Entrez, Nadine, nous vous attendions. » L'atmosphère était différente, plus légère, mais aussi plus respectueuse. Olivier vint l'embrasser avec une tendresse nouvelle, et Léa se précipita vers elle en criant « Mamie, mamie !» Nadine s'agenouilla pour serrer sa petite fille dans ses bras, savourant ce moment sans le prendre pour acquis. « J'ai fait un dessin pour ton bureau !» annonça fièrement l'enfant, l'attirant par la main vers la salle à manger où une grande feuille colorée était encadrée. Le dessin représentait 4 personnages devant une maison. « C'est papa, maman, moi et toi », expliqua Léa pointant chaque figure. « Et là c'est ta maison à toi, et là c'est notre maison. Tu vois, on peut être dans les deux. » Cette vision enfantine de leur nouvelle réalité émut profondément Nadine. « C'est parfait, ma chérie », murmura-t-elle en caressant les cheveux de sa petite fille. Le dîner se déroula dans une ambiance détendue qu'ils n'avaient pas connue depuis longtemps. Ils parlèrent de l'entreprise, des projets de Vanessa qui souhaitait reprendre son travail d'architecte d'intérieur, des progrès de Léa à l'école maternelle. Et pour la première fois, Nadine partagea ses expériences à l'hôpital. « Ce jeune garçon, Maxime, il me rappelle tellement toi à son âge, Olivier, cette même détermination tranquille face aux difficultés. » Vanessa, qui avait écouté attentivement, intervint. « Vous devriez nous en parler plus souvent. De ces enfants, de votre travail bénévole, c'est inspirant. » « J'aimerais visiter l'hôpital un jour, » ajouta Olivier. « Voir cette partie de ta vie. » Nadine sourit, touchée par cet intérêt sincère. « J'en serais heureuse, et peut-être que Léa pourrait faire des dessins pour les enfants. Ils adoreraient. » Le visage de sa petite fille s'illumina à cette idée. « Je peux faire plein de dessins pour les enfants malades. Ce serait merveilleux, ma chérie, » approuva Nadine. Après le dîner, alors que Vanessa mettait Léa au lit, Olivier conduisit sa mère au salon et lui tendit un dossier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle intriguée. « Les documents pour la maison. J'ai réfléchi à ta proposition, mais j'ai une contre-offre. » Nadine ouvrit le dossier et parcourut rapidement les papiers, surprise. « Tu veux acheter la maison » demanda-t-elle, les sourcils levés. Olivier acquiesça. Pas immédiatement, bien sûr, mais progressivement, par versement mensuel à la juste valeur du marché. Il fit une pause. « Je ne veux plus rien prendre. »« Pour acquis, maman. Ni cette maison, ni ton affection, ni ta sagesse. Je veux gagner tout cela. » Nadine était sans voix. Son fils avait changé profondément. « Et l'entreprise » demanda-t-elle finalement. « Je souhaite rester, apprendre, grandir, sous ta direction. Mais j'ai compris que je dois mériter ma place, pas simplement l'hériter. » Cette maturité nouvelle fit monter les larmes aux yeux de Nadine. « Tu n'as rien à prouver, Olivier. Tu es mon fils. »« Justement, » répondit-il fermement, « comme ton fils, je dois être digne de toi, de l'héritage que toi et papa avez construit. » Vanessa les rejoignit, s'asseyant près de son mari. « Nous avons beaucoup discuté, » expliqua-t-elle, « sur notre avenir, nos valeurs, ce que nous voulons enseigner à Léa. » Elle jeta un regard à Olivier avant de poursuivre. « Et nous voudrions vous demander quelque chose. »« Je vous écoute, » dit doucement Nadine. « Nous aimerions que vous repreniez votre place dans nos vies. Pas comme avant, pas comme... »« La bonne » compléta Nadine avec un sourire désarmant. « Comme la femme exceptionnelle que vous êtes » corrigea Vanessa avec sincérité. « La grand-mère de Léa, la mère d'Olivier, mais aussi la dirigeante. »
La bénévole, la femme forte qui peut nous apprendre tant. Nadine sentit une émotion profonde l'envahir, non pas la satisfaction d'avoir gagné un quelconque conflit, mais la joie paisible d'être enfin vue dans sa totalité, acceptée, pour qui elle était vraiment. « J'aimerais beaucoup ça, » répondit-elle simplement, « mais à une condition. »« Laquelle ?» demandèrent-ils en chœur. « Que vous veniez dîner chez moi la semaine prochaine, dans mon appartement. Il est temps que vous découvriez mon univers. As-tu déjà vécu ou connais-tu quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Partage ton expérience dans les commentaires. » Les semaines suivantes virent naître un nouvel équilibre dans la vie de Nadine. Elle continuait de diriger Moreau Immobilier avec une énergie renouvelée, travaillant étroitement avec Olivier, qui montrait désormais un dévouement et une humilité qui impressionnaient toute l'équipe. Ses visites à l'hôpital étaient devenues un rendez-vous régulier, souvent accompagné de Léa, qui apportait ses dessins aux enfants malades. Le petit Maxime avait surmonté sa crise et montrait des signes encourageants d'amélioration. Un mot d'Etsuna. Jour en arrivant dans sa chambre, Nadine eut la surprise d'y trouver Vanessa assise près du lit, en pleine conversation avec le garçon. Il m'expliquait comment il voulait décorer sa chambre quand il rentrera chez lui, expliqua sa belle-fille avec un sourire. J'ai pensé que je pourrais l'aider à dessiner un plan. Cette initiative spontanée toucha profondément Nadine. Vanessa, ce ne venait pas par obligation ou pour lui faire plaisir. Elle avait trouvé sa propre connexion avec ses enfants, sa propre façon de contribuer. À la maison de ville du 16e arrondissement, les choses avaient également changé. Nadine y venait régulièrement, mais toujours en prévenant à l'avance. Elle passait des moments de qualité avec Léa sans jamais empiéter sur l'autorité parentale de Vanessa. Et chaque dimanche, la famille se réunissait, alternant entre la maison et son appartement. Un soir d'avril, alors qu'il célébrait l'anniversaire de Léa qui venait d'avoir 5 ans, Nadine observait ce tableau familial avec un sentiment de plénitude. La petite, entourée de ses cadeaux, rayonnait de bonheur. Olivier et Vanessa, main dans la main, échangèrent des regards complices, et elle-même, assise légèrement en retrait, savourait sa place unique, présente sans être envahissante, aimante sans être étouffante. « À quoi penses-tu, maman » demanda Olivier en s'approchant d'elle avec 2 verres de champagne. « À la vie » répondit-elle en acceptant la coupe, à ces détours inattendus. « Tu regrettes d'être parti ce jour-là » demanda-t-il doucement, faisant référence à cette matinée qui avait tout changé. Nadine réfléchit un instant. « Non » dit-elle finalement. « Ce départ était nécessaire, pour vous comme pour moi. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre sa vraie valeur. » Olivier hocha la tête, compréhensif. « Tu sais, je pense souvent à ce que papa dirait s'il nous voyait maintenant. »« Il serait fier, » affirma Nadine avec conviction. « Fier de l'homme que tu es devenu, du père que tu es pour Léa. Et fier de toi, ajouta-t-il, de ta force, de ta résilience, de la façon dont tu as réinventé ta vie sans jamais perdre. Ta dignité. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Léa qui se jeta dans les bras de sa grand-mère. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé dans mes cadeaux. » Elle tendit un écrin que Nadine reconnut immédiatement. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or avec un pendentif en forme de cœur. « C'était le premier cadeau que ton grand-père m'a offert, » expliqua-t-elle, émue. « Ta maman et ton papa ont pensé que tu étais assez grande maintenant pour en prendre soin. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Je peux le porter maintenant ?»« Bien sûr, ma chérie. » Tandis qu'elle attachait le bracelet au poignet de sa petite fille, Nadine croisa le regard de Vanessa, qui lui sourit avec une tendresse nouvelle. Ce geste, lui confier ce bijou précieux pour l'offrir à Léa, symbolisait parfaitement leur relation transformée. Plus tard cette nuit-là, de retour dans son appartement, Nadine s'approcha de la fenêtre et contempla la ville endormie. Elle pensa à Philippe, à ce qu'il aurait pensé de tout cela. Il lui manquait toujours autant, mais la douleur s'était transformée en une douce mélancolie, en un souvenir précieux qui l'accompagnait sans la submerger. Sur son bureau trônait maintenant le dessin encadré de Léa, celui qu'elle lui avait envoyé ce jour fatidique. Elle l'avait placé à côté d'une photo de Philippe, comme pour relier son passé à son présent. Le téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était Emma. « Bonne nouvelle, Nadine. Le dernier traitement de Maxime a fonctionné. Les médecins pensent qu'il pourra rentrer chez lui dans quelques semaines. C'est merveilleux !» s'exclama Nadine, sincèrement heureuse. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Emma.
Le conseil d'administration de l'hôpital souhaite te proposer un poste. Président du comité de soutien aux familles des enfants hospitalisés. C'est bénévole, bien sûr, mais avec ton expérience en gestion et ta connexion avec les enfants. J'accepte, répondit immédiatement Nadine. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Après avoir raccroché, elle retourna à la fenêtre, un sentiment de gratitude l'envahissant. Qui aurait cru que ce commentaire blessant, comme une bonne qui ne sait pas quand partir, lui aurait finalement ouvert les portes d'une vie plus riche, plus authentique. Elle pensa à toutes ces femmes qui, comme elle, avaient construit leur identité autour de leur famille, oubliant parfois leurs propres valeurs. Elle pensa à ceux qui se sentaient invisibles, pris pour acquis dans leur propre maison. Un projet commença à germer dans son esprit. Peut-être pourrait-elle créer un programme au sein de l'entreprise, quelque chose qui aiderait les femmes à réinventer leur vie professionnelle après une pause familiale, ou une fondation dédiée aux grands-parents qui jouaient un rôle crucial dans la vie de leurs petits-enfants. Ces idées l'enthousiasmaient, lui donnant un nouvel objectif. Elle pourrait en parler à Olivier demain, lors de leur réunion hebdomadaire. Pour l'instant, elle se sentait en paix avec elle-même et avec le monde. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis ce matin fatidique où elle avait entendu ces mots blessants. 3 mois de transformation, de guérison, de redécouverte. Elle n'était plus la bonne qui ne savait pas quand partir. Elle était Nadine Moreau. Elle était une veuve. Elle était une patronne. Et elle ne suppliait jamais pour avoir sa place. Car elle avait finalement compris que certains foyers ne sont pas faits de briques. Ils sont faits de personnes qui se souviennent de votre valeur. Le lendemain matin, Nadine se réveilla avec une énergie renouvelée. En prenant son café sur la terrasse, elle parcourut son agenda bien rempli. Réunion du conseil d'administration à 9 heures, déjeuner avec Emma pour discuter de son nouveau rôle à l'hôpital, rendez-vous avec son notaire pour finaliser les nouveaux. Arrangement concernant la maison d'Olivier, et enfin passage à l'école de Léa pour assister à son spectacle de fin d'année. Son téléphone vibra avec un message d'Olivier. « Bonne chance pour la réunion aujourd'hui. Les investisseurs vont adorer ton projet d'habitats inclusifs. » Ce simple message la fit sourire. Il y a quelques mois encore, son fils n'aurait jamais pensé à l'encourager ainsi. Il prenait son soutien pour acquis, comme une extension naturelle de son rôle de mère. En arrivant au siège de Moreau Immobilier, Nadine fut accueillie avec respect par l'équipe. Dans l'ascenseur, elle croisa Antoine, son directeur financier de longue date. « Je dois dire, Nadine, que c'est un plaisir de vous voir à nouveau aux commandes, » dit-il avec sincérité. « L'entreprise avait besoin de votre vision. » « Merci, Antoine, mais je dois reconnaître que la collaboration avec Olivier apporte un équilibre intéressant, son audace tempérée par mon expérience. » La réunion se déroula parfaitement. Le tout projet d'habitats inclusifs, une résidence intergénérationnelle combinant logements pour seniors, familles et étudiants, suscita l'enthousiasme des investisseurs. C'était la parfaite fusion des valeurs sociales que Nadine voulait promouvoir et de la viabilité économique qu'Olivier avait su mettre en évidence. À la fin de la présentation, l'un des investisseurs s'approcha d'elle. « Madame Moreau, j'avoue avoir eu des doutes quand vous avez repris les rênes. Je craignais que l'entreprise ne perde son élan sous une direction, disons, plus traditionnelle. » Nadine sourit poliment, reconnaissant le sexisme à peine voilé dans ce commentaire. « Et maintenant ?» demanda-t-elle sereinement. « Maintenant, je vois que l'expérience n'exclut pas l'innovation. Votre perspective à long terme est exactement ce dont le secteur a besoin. » En quittant l'immeuble pour rejoindre Emma, Nadine réfléchit à cette remarque. Combien de fois avait-elle été sous-estimée? D'abord comme femme dans un milieu d'affaires majoritairement masculin, puis comme veuve supposément fragilisée, et enfin comme grand-mère présumée dépassée. Au restaurant, Emma l'attendait déjà, un dossier ouvert devant elle. « J'ai pensé à ton idée pour le comité », commença-t-elle avec enthousiasme. « Créer un réseau de grands-parents bénévoles pour les enfants sans famille proche, c'est brillant. » Elles passèrent l'heure suivante à affiner le concept, dessinant les contours d'un programme qui pourrait apporter chaleur et stabilité à des enfants traversant des périodes difficiles. « Tu sais, » dit Emma en terminant son café, « je t'observe depuis ces 3 derniers mois. Tu as complètement changé. » « Comment ça ? » « Tu as retrouvé cette lumière, celle que tu avais avant que Philippe ne parte, mais différente aussi. Plus sereine, plus assurée. » Nadine médita ces paroles. « Je crois que j'avais perdu mon centre.
Je m'étais défini par rapport aux autres. La femme de Philippe, la mère d'Olivier, la grand-mère de Léa. J'avais oublié qui était Nadine. Et maintenant? Maintenant, je sais que tous ces rôles font partie de moi, mais ne me définissent pas entièrement. Je peux être grand-mère sans m'effacer, dirigeante sans être tyrannique, veuve sans être brisée. Après ce déjeuner enrichissant, Nadine se rendit chez son notaire pour finaliser les arrangements concernant la maison. Elle avait accepté la proposition d'Olivier. Un plan de paiement échelonné sur 10 ans, au prix du marché. Pas de favoritisme, pas de dépendance, juste une transaction équitable entre adultes responsables. C'est inhabituel, commenta le notaire en parcourant les documents. La plupart des parents préfèrent faire une donation pure et simple. Je ne suis pas la plupart des parents, répondit simplement Nadine, et je crois fermement que ce qu'on gagne a plus de valeur que ce qu'on reçoit gratuitement. En sortant de ce rendez-vous, elle consulta sa montre. Il lui restait 1 heure avant le spectacle de Léa. Juste le temps de passer voir Maxime à l'hôpital. Le garçon était assis dans son lit, visiblement plus fort que la semaine précédente. Son visage s'illumina en la voyant. « Madame Nadine, j'ai une grande nouvelle. Je peux rentrer chez moi la semaine prochaine. »« C'est merveilleux, mon grand !» s'exclama-t-elle sincèrement heureuse. « Tu as tellement progressé. » Ils passèrent un moment à discuter de ses projets, son retour à l'école, sa chambre qu'il allait redécorer avec l'aide de Vanessa, les amis qu'il avait hâte de retrouver. « Vous viendrez me voir chez moi ?» demanda-t-il finalement, une pointe d'inquiétude dans la voix. Sans hésiter, Nadine acquiesça. « Bien sûr, notre amitié ne s'arrête pas au mur de cet hôpital. » Cette promesse sembla apaiser le garçon. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lui tendit un dessin. « C'est pour vous. Léa m'a aidé la dernière fois qu'elle est venue. » Le dessin représentait un grand arbre dont les branches s'étendaient largement. Sous cet arbre, de nombreux personnages, petits et grands, certains dans des lits d'hôpital, d'autres debout, et au centre, une femme aux cheveux gris avec un grand sourire. « C'est notre famille, » expliqua Maxime. « Pas une vraie famille, mais tous les gens qui prennent soin les uns des autres. Et vous, vous êtes l'arbre qui nous protège tous. » Cette image touchante émut profondément Nadine. Elle remercia Maxime avec un baiser sur le front et lui promit de revenir dès son retour à la maison. En route vers l'école de Léa, elle ne put s'empêcher de réfléchir à la symbolique de ce dessin. L'arbre solide, enraciné, offrant protection et soutien sans étouffer ceux qui s'abritent sous ses branches. N'était-ce pas le rôle auquel elle aspirait désormais? Être présente, aimante, mais respectueuse de l'espace et de l'autonomie de chacun? À l'école maternelle, Nadine retrouva Olivier et Vanessa déjà installés. Ils lui avaient gardé une place au premier rang. « Vous êtes ravissante », nota Vanessa avec sincérité. « Cette couleur vous va à merveille. » Ce compliment, spontané loin des remarques jadis teintées de rivalité, témoignait du chemin parcouru. Le spectacle commença. Léa, déguisée en fleurs, récitait son texte avec une assurance touchante. À un moment, elle chercha sa famille dans la salle et, en apercevant sa grand-mère, lui adressa un petit signe complice. Après la représentation, alors qu'ils attendèrent dans la cour que Léa revienne des vestiaires, Olivier prit sa mère à part. « J'ai quelque chose à te proposer, » dit-il, un peu nerveux. « Vanessa et moi avons beaucoup réfléchi. »« Je t'écoute, » l'encouragea Nadine, intriguée. « Nous aimerions que la salle à manger de la maison soit rénovée. C'est là que nous passons nos moments en famille. Et nous voudrions que ce soit toi qui la conçoive, avec ton goût pour les espaces chaleureux. » Cette invitation la surprit. Il ne s'agissait pas simplement de décoration. C'était une façon symbolique de lui dire qu'elle avait sa place dans cette maison, qu'elle pouvait y laisser son empreinte. « J'en serais honorée, » répondit-elle, touchée. « J'ai justement quelques idées qui pourraient fonctionner avec le style de la maison. » Léa arriva en courant, encore maquillée, et se jeta dans les bras de sa grand-mère. « Tu m'as vu, mamie? Tu as vu quand j'ai fait le mouvement de la fleur qui s'ouvre? Tu étais magnifique, ma chérie, la plus belle fleur du jardin. » Cette journée bien remplie se termina par un dîner impromptu chez Nadine. Elle n'avait pas prévu d'inviter sa famille, mais quand Léa avait demandé à voir où vivait sa grand-mère quand elle n'était pas avec eux, l'invitation s'était imposée, naturellement. Dans son élégant salon, devant une simple salade et une quiche préparée à la hâte, la conversation avait coulé librement. Olivier parlait de ses projets pour l'entreprise,
Vanessa évoquait son désir de reprendre son cabinet d'architecture d'intérieur, et Léa décrivait avec passion son envie d'apprendre le piano comme mamie. En les regardant, Nadine ressentit une gratitude profonde. Non pas pour avoir récupéré sa famille, ce n'était pas une question de possession, mais pour avoir trouvé ce nouvel équilibre où chacun avait sa place, son rôle, sa dignité. Plus tard, après leur départ, elle s'installa avec un thé sur sa terrasse. La nuit était douce, les lumières de Paris scintillaient au loin. Elle pensa à tous les moments qui l'avaient conduite ici, les joies, les peines, et même cette insulte qui avait agi comme un électrochoc. La bonne qui ne sait pas quand partir. Ces mots avaient blessé profondément, mais ils l'avaient aussi libérée. Ils l'avaient forcée à se regarder en face, à redéfinir ses limites, à retrouver sa voie. Demain serait une nouvelle journée. Une réunion avec l'équipe marketing pour le projet intergénérationnel, un déjeuner avec un ancien collègue de Philippe qui souhaitait investir, et en fin d'après-midi, une séance de lecture avec les enfants de l'hôpital. Sa vie était pleine, riche de sens et d'objectifs. Son téléphone vibra avec un message de Vanessa. « Merci pour cette soirée improvisée. Léa n'arrête pas de parler de l'appartement magique de mamie avec vue sur tout Paris. Elle vous adore, nous aussi. » Nadine sourit en tapant sa réponse. « Le plaisir était pour moi. À dimanche pour notre déjeuner habituel. » Puis elle ajouta après une seconde de réflexion, « Cette fois, laissez-moi apporter le dessert. J'ai une nouvelle recette à vous faire découvrir. » Elle posa son téléphone et ferma les yeux, savourant la brise légère. Demain, elle demanderait à Antoine de commencer à préparer les documents pour la fondation qu'elle souhaitait créer, un projet visant à soutenir les femmes en reconversion professionnelle après une période dédiée à leur famille. Elle l'appellerait « Nouveau chapitre », car c'était bien de cela qu'il s'agissait, n'est-ce pas? Tourner la page sans renier ce qui avait été écrit avant. Honorer son passé tout en embrassant son présent. Et surtout, écrire elle-même les prochains chapitres de sa vie. 3 mois plus tôt, face à cette insulte inattendue, elle avait eu le courage de partir. Aujourd'hui, elle avait la sagesse de revenir, non pas comme elle était partie, mais comme elle avait choisi d'être. Non pas la bonne qui ne savait pas quand partir, mais Nadine Moreau, femme, mère, grand-mère, dirigeante, mentor, amie. Une femme qui avait trouvé sa place dans le monde, non pas en la quémandant, mais en la créant elle-même. Car certains foyers ne sont pas faits de briques, ils sont faits de personnes qui se souviennent de votre valeur. Et parfois, c'est à soi-même qu'il faut d'abord le rappeler. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.